Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Oh, pour une dernière discussion Hall of Fame avant un petit hiatus, comme vous le savez, et une discussion Hall of Fame qui me tenait à cœur, vraiment, et qui me tient à cœur depuis longtemps d'ailleurs. Ça fait, sans te mentir, ça fait des années que je veux parler de ce sujet, que je veux parler de ce boxeur, parce qu'il est plus important qu'on ne le croit, qu'il a cimenté une époque et qu'il révèle encore une fois au travers de son histoire tout ce que la boxe est, à la fois sublime, à la fois technique et puis aux alentours, aux contours tragiques, dramatiques, euh, pathétiques, doit-on dire aussi. La boxe dans tous ses aspects, encore une fois, est à regarder avec ce personnage, Jermaine Taylor. Jermaine Taylor qui est vraiment un boxeur qui m'a profondément plu, vraiment. Euh, qui a symbolisé pour moi les années 2000, qui est à mes yeux une très grande figure, une très belle boxe aussi, très léchée si vous avez ce regard sur la technique, si vous avez un regard d'esthète, vraiment. Et finalement, on va revenir à la base de ces discussions Hall of Fame. La base, souvenez-vous, c'était de prendre des acteurs du sport, des boxeurs évidemment, qui n'étaient pas forcément déjà au Hall of Fame, mais euh, pour lesquels on pouvait faire un je dirais, un débat, ou plutôt on pouvait défendre l'idée d'introniser ces personnages au Hall of Fame. Et c'est ce que je vais m'apprêter à faire. Alors, Jermaine Taylor. Vraiment, ça me renvoie à des années, moi je trouve très belles. Des années de boxe très belles et très oubliées, si on peut dire. Mais l'histoire de Taylor commence, pour le grand public, en 2000. Son background, je pense que vous le connaissez. Il vient des États du Sud, de l'Arkansas, est un État pauvre s'il en est. Voilà. Pas forcément réputé pour sa boxe, plutôt réputé notamment pour son équipe de basketball universitaire, les Razorbacks, dont Jermaine Taylor est fan, comme Bill Clinton. Et il va apparaître aux yeux du grand public grâce aux Jeux Olympiques de Sydney 2000. Jeux Olympiques de Sydney 2000, je vous mets tout de suite une photo. Tac, il est là, vous voyez, et fait finalement pour une génération américaine qui décevra, c'est un peu le sentiment général, il va lui être à part, parce qu'il va faire une plutôt belle Olympiade avec une médaille de bronze. Voilà, donc il chope une médaille. Très intéressant, et très intéressant d'autant plus que c'est vraiment peau de chagrin pour l'équipe US. Donc ça le fait sortir du lot directement. Les Américains en 2000, ils n'auront pas beaucoup d'Olympiens où les promoteurs vont se battre pour le signer, etc. Donc pour Jermaine, ça sera quand même intéressant. Voilà. Et comme souvent en boxe, Jermaine, c'est l'histoire d'une rencontre avec son entraîneur. On en a parlé tellement de fois de ça, que ça soit André Ward avec Virgil Hunter et tant d'autres. Alors que vous savez que je fais mon montage en même temps que je vous parle. Pour Jermaine, c'est cette rencontre avec un entraîneur local, donc je vous dis dans un état qui n'est pas un état de boxe en soi, la boxe existe partout, mais il y a des états où le vivier boxe est beaucoup plus fort qu'en Arkansas. Donc quand je vous dis un entraîneur local, c'est un entraîneur aussi qui peut-être n'a pas passé, ne sait pas en tant qu'entraîneur testé à de l'immense niveau toute sa vie. Je pense que le grand niveau apparaît pour lui
avec Jermaine Taylor aussi. Mais c'est des rencontres comme ça qui sauvent ce gamin. Parce que Jermaine Taylor, il faut vous dire, c'est cassos, quoi. Euh, il n'y a pas de père, c'est une famille nombreuse, la maman est courageuse, il y a des homicides à l'intérieur de la famille, c'est c'est lourd, c'est lourd. Et tu comprends très vite que l'adolescent Taylor est sauvé par la boxe. Et en étant sauvé par la boxe, il est aussi sauvé par son entraîneur. Voilà. Ozal Nelson. Ce monsieur s'appelle Ozal Nelson. Et ça va être, finalement, euh, sa grande rencontre de jeunesse. Ils iront aux Jeux Olympiques ensemble, en fait. Hein, vous comprenez, là, c'est juste avant. Ou juste avant ou juste après la période olympique. Oui, juste avant, bref. Et Ozal Nelson est celui qui est, chez les amateurs, construit complètement Jermaine Taylor. Voilà. Et donc, c'est pas simplement entraîneur-athlète. Vous comprenez que c'est il y a une sorte de figure du père, il y a une sorte de figure tutélaire, il y a une sorte euh, d'homme influent pour Jermaine qui s'installe, mais dont Jermaine avait besoin. Quand vous renseignez sur la vie de Jermaine Taylor, ça paraît assez évident qu'il avait besoin de lui. Et donc Jermaine Taylor, avec cette médaille de bronze, qui, pour moi, ça fait partie de ces médailles de bronze dans cette époque moderne de boxe, une des médailles de bronze les plus importantes en fait. Parce que de cette médaille de bronze, il va pouvoir rentrer chez les pros presque comme s'il avait une médaille d'or, vous comprenez ? Et donc, en fait, la valeur de cette médaille de bronze, elle, elle est, euh, elle est assez importante. Je connais très peu de médailles de bronze d'une telle valeur, tu vois. Puisque Jermaine Taylor, en fait, est, euh, est vraiment travaillé. Hop, je vais remettre le portrait, évidemment, de Jermaine. Euh, Jermaine Taylor est vraiment travaillé dès la fin des jeux pour quelque chose de grand, quelque chose de très grand. Lou DiBella le signe directement à la sortie des jeux. Et Lou DiBella dans les années 2000, c'est un grand acteur de la boxe. Peut-être que la dimension, l'influence, la dimension de Lou DiBella aujourd'hui n'est plus la même. Ça, c'est clairement vrai, même s'il reste même s'il reste dans le game ici ou là. Mais à l'époque, fin des années 90 et les années 2000, Lou DiBella, c'est quand même un grand promoteur. Très grand promoteur. Avec Cathy Duva, par exemple, qui est aussi à cette époque-là, et aussi, ils sont à un niveau qui était extrêmement important. Donc c'est super, quoi. Promoteur, qui a des épaules, qui même, je te dirais, dans sa carrière de promoteur, et lui aussi dans sa lancée. C'est toujours intéressant d'avoir un promoteur qui est en pleine énergie, en pleine lancée. Bref, ça a un impact sur ta carrière sportive qui est énorme. Et avec Lou DiBella qui avait ses entrées à HBO, parce qu'il avait travaillé à HBO aussi. Bref, en fait, avec Jermaine Taylor, on a le travail d'un prospect. Mais je dirais le travail à mettre dans toutes les écoles de promotion, toutes les écoles de boxing business. Comment travailler un prospect qui, dès le départ des signatures, on dit lui, ça va être un prospect, lui, ça va être un prospect important, ça va aller loin avec lui, et c'est le système box de l'époque qui met tout de suite une pièce dessus. C'est Lou DiBella, HBO. HBO va être le diffuseur de Jermaine Taylor tout son début de carrière.
et avant même qu'on parle de championnat du monde, parce que spoiler alert, vous avez vu plutôt ici avec cette, cette photo de portrait, les titres il va en avoir, les championnats du monde, les grands combats il va en avoir, hein. Vous aviez compris. Mais HBO va vraiment travailler et croire, et vous verrez dans le futur plus que de raison, mais croire en Jermaine Taylor et pousser comme, franchement, rarement ils ont poussé des Olympiens. Je te dirais que c'est un degré juste en dessous d'Oscar de la Hoya. Si vous vous souvenez, si vous êtes des vieux comme moi, et vous vous souvenez de cette époque HBO avec Oscar de la Hoya où il est diffusé dès ses premiers combats, enfin même ouais, dès son premier combat, il est diffusé, enfin tous les premiers combats ne sont pas sur HBO. Il y en a 2-3 qui sont sur USA. Mais, bref, peu importe. Enfin, voilà quoi. C'est assez incroyable. On a le phénomène Tony Yoka aussi, un peu pour nous le rappeler. Il y a quelque chose de cela qui se passe avec Jermaine Taylor. Donc, ces combats, alors il commence 5 victoires, 6 victoires, 7 victoires, tout ça. HBO en sous-carte, beaucoup en sous-carte, mais avant même qu'il ait une chance mondiale, il va être en headliner. Ça c'est important. Et de mémoire, je crois qu'il fait au moins 3 combats qui sont des combats genre NABF en headliner. C'est assez incroyable. Et en fait, Jermaine Taylor à ce moment-là, il a tout pour lui. Il a vraiment tout pour lui. Il vient, c'est une success story. Il vient de la misère la plus totale. Il vient d'un état qui a une histoire pas facile et dont les gens cravagent pour s'en sortir. L'Arkansas, qui a été l'état de Bill Clinton, voilà. Et d'ailleurs, Jermaine Taylor on associera souvent à Bill Clinton sa carrière. C'est une success story. Le mec est souriant, il est plutôt cool, plutôt très très cool, chill, comme on dit ici. Chill, c'est le mec, qu'est-ce qui ça passionne dès qu'il a du temps, aller partir à la pêche, au lac, c'est son délire, tu vois. Et il s'en cache pas, et donc ça en fait un personnage un petit peu plutôt très sympa. Il y a vraiment une sympathie qui sort de ce mec. Voilà, il y a une jeunesse qui sort de ce mec, et puis aussi, faut le dire, parce que c'est un monde médiatique, mais c'est aussi un beau gosse. Jermaine Taylor, c'est aussi le boxeur beau gosse, quoi. C'est une beauté ébène vraiment qui ressort. Très très télégénique. Jermaine Taylor, vraiment très très télégénique. Ça se voit, et dans l'œil d'HBO, c'est comme une évidence. On comprend, et donc il est travaillé très très fort. Voilà. Hop. On en arrête là sur nos circonvolutions esthétiques. Et arrivent ces années, moi que j'aime beaucoup, 2004, 2005, tu vois. Mais là, je crois qu'on est en 2004. Hop. Je crois qu'on est en 2004. Voilà, tout à fait, le 4 décembre 2004. Chez Jermaine, il aura beaucoup de combats chez lui à Little Rock, Arkansas. Jermaine comme William Joppy. Et là, après avoir vraiment été impressionnant et vraiment avoir répondu l'année 2004, il répond vraiment 2003 et 2004, il répond vraiment à son nickname qui est Bad Intention, parce que il arrête les mecs, il les arrête salement, j'ai envie de te dire, enfin salement non, confondez pas avec Dirty, mais il les arrête violemment, notamment un autre prospect qui était un latino dont j'ai oublié le nom.
je sais pas s'il était mexicain ou latino, américain, latino, euh, vous trouverez où il en impose, moi je trouve qu'il en impose beaucoup, et puis Jermaine Taylor va avoir, en gros, c'est une demi-finale mondiale, enfin c'est le dernier combat avant d'avoir sa chance mondiale, on est chez les moyens, contre William Joppy, et William Joppy était un nom de l'époque. William Joppy avait été un champion, avait eu une ceinture, et était connu pour avoir été le dernier adversaire de Roberto Duran, notamment, mais il y avait un pédigré. C'était un boxeur très très assez rablé, musculeux, bon coup d'œil, qui malheureusement est tombé dans une génération, quand il était au pic de sa forme, il est tombé dans une génération où il est tombé sur Félix Trinidad et Bernard Hopkins. Aussi, il y a eu un drame dans sa vie personnelle, il a perdu un enfant, et ils l'ont fait boxer, enfin il a dû boxer alors que le mec était en plein deuil, tout ça, enfin ça a fait dérailler sa carrière. Mais bref, là en 2004, bon, Joppy avait encore des prétentions, et il jouait le tout pour le tout. Mais ce soir-là, il devient un gatekeeper. Taylor domine, et domine dans un style très intéressant, avec le style Taylor qui est extrêmement beau à voir, quoi. Son stand est vraiment très intéressant. Il a toujours son bras arrière qui est près du menton, ou pour protéger ou pour partir plus vite. Un jab où il a des facilités avec son jab. Je te dirais que seul Jermaine Taylor pouvait être, est un des rares boxeurs qui avait une grande facilité avec le jab. Excellentissime jab de Jermaine Taylor, mais dont j'ai l'impression que seul lui pouvait les lancer comme il le lançait, tu vois, ou pouvait se tenir comme il se tenait. Voilà. Et c'est extrêmement intéressant à voir ce soir-là, parce que il est au top, et il a une grande victoire de plus qui en impose comme non plus un prospect, mais un contender et un challenger mondial, clairement. Anecdote, William Joppy, je le verrai plus tard à Montréal, parce qu'il refera un petit peu le même rôle de gatekeeper pour Lucian Boutet. Si je ne m'abuse pas, c'est 2006 ou 2007. Je sais plus. Enfin bref, bon gars, William Joppy. Intéressant à connaître. Et là, on est à la fin d'un cheminement, c'est-à-dire début de carrière, devenir le contender. Et ce cheminement ne se fait pas simplement avec Ozell Nelson. Ozell Nelson, en fait, est toujours dans l'entourage, est toujours dans le coin, peut-on dire, de Jermaine Taylor, parce que c'est une relation qui ne peut pas se défaire. Voilà, comme on dirait un petit peu simplement, c'est la famille, tu vois, et ça ne se défait pas. Mais en signant avec Ludi Bella, un autre homme rentre dans le coin de Jermaine Taylor, un homme important qui s'appelle Pat Burns. Pat Burns, qui est un mec plutôt de la Floride, un ancien flic. Je vais vous mettre tout de suite la photo. Voilà, il est avec. Et Pat Burns va arriver avec son approche. Voilà, et il va être le head trainer de Taylor, de son début de carrière jusqu'à des grands combats, on en parlera plus tard. Voilà, donc est bien conscient de ce qui se passe aussi dans le coin de Taylor à ce moment-là. Mais preuve en est que le travail est fait, et que le travail est bien fait, par notamment Pat Burns, qui amène son mec, tac, qui amène son mec quand même à un championnat du monde. Et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important là de gagner ce combat? Parce que c'est pas simplement une chance mondiale pour une ceinture. Comme c'était déjà légion, comme on était déjà à l'époque fatigué
de devoir s'y résigner. Là, à cette époque, le champion chez les moyens. Il y en a un, mais comme à la grande époque, c'est le taulier, c'est l'exécutionneur, c'est Bernard Hopkins. Bernard Hopkins qui, après avoir réunifié les titres en battant Félix Trinidad, souvenez-vous, en 2001, devient ce champion unifié des poids moyens et fait cette chose légendaire de défendre ce titre unifié. Et comment c'est difficile de garder un titre unifié, vous le savez très bien, avec le micmac des so-called fédérations, des taxes à payer et de ces sanctionist body qui cherchent toujours un échappatoire pour faire plus d'argent avec quelqu'un d'autre. Hopkins garde ses 4 ceintures, les garde longtemps, je crois qu'il fait un record de 10 de 10 ou de... Bon, je suis fatigué, il est tard, il fait un record, c'est 10 ou 20, ça doit être 20, défense de titre, voilà, il accumule, on est sur un mec qui est dans la catégorie complètement légendaire et imbattable. Il est devenu imbattable. Le mec, dans les années 90, après sa défaite contre Roy Jones, il devient meilleur, toujours plus, plus bon, plus intelligent, plus scientifique, combat après combat, pour atteindre franchement un niveau de pic chez les poids moyens. Ce qui fait qu'on a une anomalie dans l'histoire. C'est-à-dire que les années 2000 sont des années un peu dans la boxe coup-ci coup-ça, mais chez les poids moyens, on est dans une période comme à la grande époque. Et quand je te dis grande époque, je te dis années 50. Comme à la grande époque. Un champion, et un champion qui reste, et qui reste presque éternellement. Il fait Hopkins, allez, dans les années 2000, il fait déjà partie des meubles. Quand il bat Oscar de la Hoya en 2004, il fait partie des meubles. Et on est en 2004. Voilà. Il a battu Oscar de la Hoya plus tôt dans l'année. Décembre arrive la confirmation que le grand duel chez les moyens, ça sera contre Jermaine Taylor. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, il arrive. On est en juillet 2005. Next in line. Mais c'est pas simplement le suivant dans la file d'attente. Taylor. Hopkins et Taylor le savent bien et HBO le sait bien. On est au MGM. Et je vous ai déjà dit, ces années-là, et je tape clairement l'année 2005, en termes de, je vous l'ai déjà dit, en termes de retransmission, en termes de réalisation, en termes de rendu de l'image, et ouais, simplement de l'art du broadcasting, HBO est à son pic. À mes yeux, HBO est à son pic là. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous pouvez encore regarder, ça n'a pas pris une ride. Bref, le plaisir est immense et la tension est immense. Hopkins sait bien qu'il doit rentrer dans la tête de Taylor. Et il s'en plaint pas, il adore faire ça. Toujours. Mais Taylor a du répondant. Et on se dit, avec lui, ça peut être différent de, on va dire, de presque la décennie qu'on a eue avec Bernard Hopkins. Ouais, tu vois, de son règne, parce qu'on s'habitue à son règne. Là, on se dit, ça peut être, là, il peut se passer quelque chose. Il peut se passer quelque chose de complètement différent. On le sent, les médias le sentent, il y a un intérêt, et encore une fois, c'est tellement beau à dire ça. J'en rêve de pouvoir le redire plus tard. C'est le championnat du monde des poids moyens. Catégorie légendaire, hein, s'il en est. Et de dire ça, c'est excellent. Et tu sens qu'il va se passer quelque chose. Le combat arrive. Moi, j'adore l'ambiance qu'il y a. J'adore. Le public ne s'y trompe pas, hein, parce que ça a été des succès
En pay-per-view, je sais pas exactement si c'était un énorme succès, mais il a loin, enfin, c'est sûr qu'il n'a pas été ridicule. C'est sûr, les chiffres du pay-per-view ne sont pas ridicules de Hopkins et Lore, j'en suis persuadé. C'est peut-être pas les plus hauts de l'histoire, évidemment, mais eh bien, en termes de gate, en termes de public, le public répond plaisant. C'est très intéressant. Jermaine Taylor rentre. J'adore l'entrée de Jermaine Taylor parce que il, euh, il rentre en marquant le moment. Et j'adore ça. C'est-à-dire qu'il aurait pu rentrer sur un gros rap lourd, mais qui aurait été, qui aurait été déjà à l'époque, c'était déjà une habitude de tous, tu vois. Et tout, c'est enthousiasmant, ça donne de l'énergie, c'est vrai. Mais là, il rentre sur Phil Collins, In the Air Tonight, tu vois. Parce que ce soir, il se passe quelque chose. Et lui, il décide qu'il va se passer quelque chose. C'est très bon. Bref, on va avoir un combat. Et à mes yeux, on a un combat extrêmement intéressant qui reste à mes yeux super intéressant parce que c'est de la boxe. On est sur de la boxe pure. On est sur de la boxe extrêmement cérébrale. On est sur de la boxe vraiment où les connaisseurs vont prendre du plaisir. Euh, les amateurs de gros chaos et de bagarres ne s'y retrouveront absolument pas. Absolument pas. Parce que ce combat, c'est en soi, finalement, quand tu aimes le sport et que tu as un esprit sportif, c'est la beauté des combats serrés. Mais quand je te dis serré, mais ce combat-là, combien de fois j'ai changé d'avis, ou je me suis forcé à changer d'avis, mais enfin, au fond de moi, j'ai toujours eu Taylor devant. Combat cérébral, compliqué, où Taylor, en fait, va donner un petit peu le blueprint de comment, on va pas dire gagner, mais comment se faire respecter et un peu déjouer la boxe de Hopkins. Première chose, essayer de garder le centre du ring. Ensuite, c'est clair que tu peux pas travailler sur un coup. Faut travailler, faut du volume, faut de l'activité et faut à la fois être actif et montrer sa puissance pour un peu lui, lui compliquer la tâche. Enfin bref, c'est alors je suis peut-être un peu seul dans mon délire, mais j'adore ce combat et celui qui va suivre parce que c'est vraiment de la subtilité. On est vraiment sur une subtilité, vraiment. Mais là, c'est presque un paroxysme de subtilité, tu vois. Hopkins a 40 ans. 40 ans, ce 16 juillet 2005, il a 40 ans. Et c'est quand même important. Donc, le championnat du monde des moyens se, se joue de façon très serrée, mais je te dirais dans la morale du combat, plus que dans les coups échangés, dans l'aspect technique, dans ce que le combat révèle, dans ce que le combat fait ressortir. Je ne peux m'empêcher de donner ce combat à Taylor. Et c'est ce qui se passe. Taylor gagne, et donc c'est énorme ce qui se passe, parce que certains critiqueront le combat, mais on stoppe cette épopée Bernard Hopkins. Le stop de l'épopée Bernard Hopkins chez les moyens se fait ce soir-là. Et donc tu es le vainqueur de Bernard Hopkins. Tu es le vainqueur d'un mec qui, en termes de lineal champ, se pose là chez les moyens. Tu vois, Tony Zell, Marcel Cerdan, Rocky Graziano, Jack LaMotta, Monzon, et tant d'autres, Hagler et tout ça. Tous ces mecs qui ont été les champions unifiés, voilà, tu t'en fais partie. Et ça, c'est assez fort. Et c'est en cela que, à cette époque, ben,
c'est fou, quoi. Un champion unifié qui a toutes les ceintures, c'est un sentiment énorme. Vraiment énorme. Et donc, de ce combat qui est serré, Hopkins, la mauvaise, et clause de rematch immédiat pour Hopkins. Et je vous répète, Hopkins a 40 ans, quel bel âge, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de jeunesse de son côté, quoi. En fait, c'est les médias qui feront toujours ça. On insistera tellement sur son âge que on oubliera que dans les faits, le mec répond présent. Donc, c'est totalement naturel d'aller sur une revanche. Mais cette revanche, elle va passionner le monde de la boxe. Moi, je m'en souviens très bien. Je sais que l'équipe... Alors, je sais pas s'il y a des retransmissions Canal ou quoi que ce soit, ça, j'en sais rien. Mais je sais que l'équipe, il y avait des gros encarts sur Hopkins-Taylor à cette époque-là, mais vraiment. Et donc, tu vois, Ring Magazine, à l'approche du deuxième combat, bon, c'est leur couverture, quoi. 10 questions cruciales concernant ce rematch qui passionne tout le monde. Et dont, je te dirais, l'esprit de l'époque, c'est Jermaine, s'il te plaît, Jermaine, s'il te plaît, continue à gagner, Jermaine. Hein. Hopkins, nous, on n'en peut plus, s'il te plaît, Jermaine. Tu vois. On est un peu comme ça, mais voilà, le Ring Magazine, là, c'est le monde de la boxe s'intéresse, et donc on est sur un moment, encore une fois, cristallisant. Et dans la carrière d'un boxeur, c'est extrêmement important. Voilà. Combien de boxeurs n'ont jamais vécu ce niveau d'attente. Et donc il va falloir performer de nouveau pour le prochain combat. Avec cette affiche, no respect, parce que le trash talk était plus important. Et en fait, on va le comprendre au deuxième combat. Enfin, moi, je vais le comprendre au deuxième combat. Mais en fait, il y a toute une histoire qui a peut-être fait dérailler aussi un peu Hopkins. Hopkins, c'est un Machiavel. Hopkins, c'est un maître. C'est un maître du mind game. C'est un dominant. C'est un stratège. Un stratège de tactique. Mais Hopkins a aussi, et moi je le respecte beaucoup pour ça, a aussi toujours été un maverick. C'est-à-dire, il marche seul, il n'est pas le soumis ou l'employé des promoteurs, et ce qui fait que il s'engueulait toujours avec tout le monde, hein. Que ce soit Don King, tout ça, et Ludi Bella, parce que dans les 99 ou 2000, il s'est travaille avec Ludi Bella, et bien sûr avec Hopkins, ça finit toujours mal. Ça finit en embrouille, en accusation, et ça ira au tribunal. Hein. Mais Ludi Bella gagnera au tribunal. Donc, en fait, il y avait une tension, parce qu'en fait, en gros, à travers Taylor, Hopkins, lui, c'est Ludi Bella à qui voulait faire mal. Mais donc, il y avait une tension dans laquelle je continue de penser que Hopkins s'est quand même un peu pris les pieds dans le tapis, même s'il ne l'avouera jamais, même s'il fait style que. Mais quand même, je crois que aussi ça l'a perturbé. Vraiment. Alors Taylor Hopkins 2 se fait au Mandalay Bay. Voilà, l'ambiance est aussi vraiment, il y a une ambiance géniale. J'adore aussi. Voilà, le short, là, il y a le short blanc de Jermaine Taylor qui reprend l'équipe de basketball des Razorbacks de l'Arkansas. Donc c'est le sanglier, on va dire, de l'Arkansas. Et d'ailleurs, ça fait partie un peu de toutes les gimmicks qu'il a à sa présentation, tu sais, où il essuie ses semelles, où il frotte ses semelles contre le tapis avec le poing levé comme ça et tout, et ça fait du plus bel effet. Bref, il y a tout un persona aussi et tout, ça marque. Et ce combat-là, en fait, c'est une bis repetita. C'est une bis repetita, pareil.
plus d'activité, je pense, encore pour Taylor. Je te dirais que c'est dur à dire quel est le meilleur combat. Moi, j'aime ces deux combats. Mais je comprends bien, encore une fois, que ces deux combats, tu les mets à d'autres personnes, ils vont s'endormir. Ils vont ronfler. Mais je kiffe. Et encore une fois, très serré. Encore une fois, compétitif à souhait. Mais on est encore une fois sur de la subtilité. Si vous aimez avoir un regard subtil sur un duel, alors là, vous en avez pour votre argent. Mais la victoire est encore pour Jermaine Taylor. Bernard Hopkins est dégoûté. Il n'y croit pas. Et d'ailleurs, on en parlera d'Hopkins plus tard. Vous savez, sur la page, c'est prévu. C'est prévu. Bien sûr que c'est prévu. Mais il l'acceptera jamais. Hopkins, il a du mal à accepter les défaites, mais il y en a certaines qu'il accepte plus que d'autres. Mais celle-là, jamais. Sauf que, en regagnant de nouveau, Taylor s'impose comme le poids moyen. Le poids moyen. Et le lineal champ. C'est pas rien. C'est pas rien pour une carrière. C'est une carrière incroyable. Une carrière qui a d'ailleurs toutes les allures d'une carrière d'antan. Voilà. Donc, vous comprenez, le favori, ça a joué aussi, hein, mais le favori de HBO, le favori et maintenant le champion, c'est intéressant. Puis, comme on avait l'habitude d'Hopkins, c'est un peu le renouveau de la jeunesse aussi. Et ce qui fait que de ces deux combats compliqués, hein, je répète, hein, pour Ring Magazine par exemple, il se pose la question, tu vois, c'est un peu plus subtil aussi l'article, mais voilà, Jermaine Taylor, c'est le champion unifié des poids moyens, et c'est pas rien, quoi, c'est énorme. Regardez bien cette couverture, Jermaine Taylor, mais regardez bien derrière. Pat Burns est caché par d'autres photos, mais avec la casquette, regardez bien derrière. C'est Ozell Nelson, hein, avec la main sur l'épaule, et c'est un peu le... c'est une couverture extrêmement symbolique. Ça n'a pas été fait exprès à l'époque, mais le futur, quand vous connaissez ce qui se passera par la suite, revoyez cette couverture de Ring Magazine, je la trouve assez symboliquement, elle dit tout. Voilà, elle dit tout. Et donc, voilà, Ring Magazine, on a le champion de son époque, on est à fin 2005. Et donc de là, il y a un changement de statut. C'est-à-dire que maintenant, dans le roster, non pas de la boxe ou de Ludi Bella, mais dans le roster de HBO, Jermaine Taylor est un de leurs noms. Mais de leurs noms vraiment hauts. Et il y a Floyd qui est déjà là. Bien sûr, il y a Oscar, mais Oscar, à cette époque-là, il ne boxe plus. Il reviendra en 2006 aussi avec Mayorga. Mais ces grands noms, il y a Floyd, Oscar. Et je te dis, maintenant, il y a Jermaine Taylor. Et clairement, c'est ces grandes soirées HBO. Et finalement, on va rester sur cette photo, puis on va rester aussi sur Pat Burns. Voilà. Parce que en devenant si important, et je vais remettre ça, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il commence à avoir des distorsions très fortes, des tensions très fortes dans le coin de Jermaine Taylor. Jermaine Taylor va être un peu au milieu de tensions qui ne vont pas aider, entre Ozell Nelson et Pat Burns. Pat Burns qui est à sa façon de faire, tout ça, mais qui va être évidemment, qui va être je pense que l'entourage de Jermaine Taylor, qui est en fait des hommes d'Ozell Nelson, plus ou moins, et des mecs qui viennent du même milieu que Jermaine Taylor, au même quartier et tout ça. Bon, Pat Burns, il fait pas de couleur locale, malheureusement. Et donc, on dira, j'ai noté parce que il y a un très grand écrit
de Thomas Hauser. H-A-U-S-E-R. Thomas Hauser, j'ai pas mis la photo, mais vous devez connaître ce grand écrivain par le talent et la taille, avec les cheveux blancs bouclés, et toujours dans les... Lui, tous les vestiaires lui sont ouverts. C'est le biographe officiel de Mohamed Ali. Voilà. C'est quelqu'un qui participe à Ring Magazine presque tous les mois. C'est bref un grand écrivain de boxe. Et toute cette période, chez les moyens, Jermaine Taylor, tout ça, il fera des écrits. Il écrira là-dessus. Et donc il enquêtera là-dessus. Et donc Thomas Hauser disait que, en fait, à un moment, Pat Burns, il était décrit par l'entourage comme un white slave master mentality. Il avait cette mentalité de white slave master. C'est terrible de dire ça. C'est terrible. Voilà, donc il y a des distensions. Alors, je vous parle de mémoire. Je me souviens plus, mais je crois que Pat Burns est encore dans le coin de Jermaine Taylor quand arrive 2006 avec le combat du champ face à une autre légende. On va aller tout de suite. Je vais vous montrer tout de suite. Tac. Voilà. Contre Winky Wright. Alors, si vous aimez les discussions Hall of Fame, il y a la discussion Hall of Fame Winky Wright. J'ai été avec Antoine de 130 livres et avec notre champion Patrice Volny. Et on vous a fait, c'est une vidéo dont je suis pas peu fier, on vous a fait le portrait de carrière de Winky Wright. Et donc on est revenu longuement sur Taylor versus Wright. Pourquoi ? Parce que le 17 juin 2006, on est en pleine Coupe du Monde. Zidane est de retour. Il fait beau. On a un beau mois de juin. Et ce qui se passe en ce moment m'a donné envie, m'a remémoré ces souvenirs-là. Et c'est pour ça que j'avais aussi envie de reparler. Parce que ce combat, vous irez voir la discussion Winky Wright, allez dans la description de cette vidéo, dans la playlist Hall of Fame. C'est un énorme combat, peu apprécié. C'est-à-dire que Winky Wright, déjà vétéran à l'époque, mais surtout lui aussi grand stratège, aperçut les failles de Jermaine Taylor. Vraiment. Et c'est un combat où Winky fait du Winky, garde haute, mais Winky avance. Winky est in your face toute la soirée. Rarement, à ce moment-là, on a vu Jermaine Taylor aller autant de haut corde. Ça, c'est nouveau. Et c'est excellent parce que il y a un défi physique. Winky a bien senti le truc. Il a eu raison de prendre ce combat parce que il a le combat entre les poings. Il fait reculer Taylor, il le fait réfléchir, mais c'est pour ça que ce combat est grand. Est grand et même très disputé. Je vais vous montrer une photo tout de suite. Là, par exemple, c'est très disputé. C'est vrai qu'il y a des accrochages, mais il y a surtout des réactions. Encore une fois, au-delà de gagner, pas gagner, tout ça, simplement ce que le combat donne, ce que le combat vous donne à voir, c'est aussi des réactions exceptionnelles de Jermaine Taylor, avec des combinaisons cinématographiques, encore une fois, qui sont un plaisir pour l'œil. Et c'est à chaque fois des réactions à la fois d'orgueil, de révolte, et c'est à toi, à moi, séquence par séquence. Séquence où Winky fait reculer Jermaine, séquence où Jermaine se révolte, fait mal, trouve les ouvertures, très belle boxe, encore une fois, parce que Jermaine Taylor avait une boxe assez élancée, mais surtout avec une boxe de précision. Taylor était extrêmement précis et clair, vraiment avec toujours cette recherche de l'ouverture. C'est un grand combat. Honnêtement, c'est un grand combat. Et c'est un grand combat dans l'histoire des poids moyens, je le dis clairement. Combat qui va foutre les boules à Winky parce que match nul. Match nul, donc
Jermaine conserve ses titres, ça devient compliqué. Et là, on commence à voir apparaître quelque chose, mais qu'on se refuse un peu à accepter, parce qu'en fait, on l'aime bien, Jermaine Taylor. Parce que c'est le champ de cette époque, et on aime bien, on, on l'aime bien, et on lui accorde un peu trop. Il sort de 2 combats face à une légende, Bernard Hopkins, serré comme c'est pas possible. Match nul contre une autre légende, Winky Wright. On est loin. On a un grand boxeur en face de nous, mais on est loin de rentrer dans une dynastie. On est loin de rentrer dans un chapitre d'histoire de boxe où c'est explosif, où ça en impose. Vous comprenez? Parce que les combats sont trop compliqués. Et les résultats sont à chaque fois, je ne dirais pas discutables, mais débattables. Tu vois? Et donc, il y a ce côté où on peut vraiment commencer à mettre un point d'interrogation sur Jermaine, et en même temps, il est toujours poussé par HBO, et c'est toujours une star de HBO. Donc, les soirées de Jermaine Taylor, bah, c'est des grandes soirées box. Pas toujours en pay-per-view, mais des grandes soirées box. Voilà. C'est une star de leur roster. Donc tu vois, il commence à avoir un petit problème. Et je te dirais que le cas Taylor, dans ces années-là, est un des rares exemples où tu vois quand même que les mecs d'HBO sont pas totalement objectifs. Il y a une perte d'objectivité clairement sur le cas Taylor à cette époque-là. Et puis, Taylor est encore le champion unifié, mais distension avec Pat Burns. Et est-ce que ça... est-ce que c'est pas problématique pour l'instant? On ne sait pas. Les médias s'y intéressent pas, mais au vu de l'histoire, là, il y a un souci qui commence à apparaître. Il y a un vrai souci qui commence à apparaître parce que Pat Burns est relégué, voire écarté, je me souviens plus exactement la période, mais il va être finalement écarté pour que ça soit le grand retour de Ozell Nelson. Et avec encore un combat de 2006. Et donc vous comprenez que le prochain combat dont je vous parle, il faut que Jermaine il marque les esprits, quoi. Faut qu'il fasse un peu oublier ce match nul contre notre Winky adoré, même si le combat est à mes yeux un grand combat de boxe, le résultat pose problème. Hop. Et le combat qui arrive, on est en décembre 2006 avec Kassim Ouma. J'adore regarder cette affiche, je la trouve exceptionnelle, cette affiche. Et elle n'est pas bien pixelisée, mais c'est une des plus belles affiches de boxe que j'ai jamais vues. L'esprit qui en ressort, ça pue la boxe, quoi, les mecs. Alors, Kassim the Dream, Ouma, Jermaine Taylor, le 9 décembre. C'est d'ailleurs, ils en profitent pour faire la promotion de Rocky Balboa. Rocky Balboa, je sais pas s'il est déjà sorti à ce moment-là aux États-Unis ou pas. Peut-être, ou il allait sortir. Et donc, en fait, Taylor ne sait pas finir ses adversaires. Kassim Ouma, qui a une histoire extraordinaire, il faudrait faire une vidéo sur Kassim Ouma, un enfant soldat de l'Ouganda, un enfant soldat, donc c'est-à-dire qu'il aurait dû mourir dans d'atroces circonstances, genre 11-12 ans, hein, qui a été sauvé de son statut d'enfant soldat, qui a réussi à sortir, à aller aux États-Unis et à devenir boxeur professionnel. Et un bon poids moyen. D'ailleurs, il y a un super, je vous conseille, son meilleur combat arrive à Atlantic City en 2005 contre
un autre boxeur africain. Je me souviens plus. Maintenant, c'est un entraîneur du Mayweather Gym. Il est souvent là-bas. Et dernièrement, il s'occupait de Samuel Peters. Peter. Et je les ai croisés en plus. Bref, vous trouverez. D'ailleurs, Kassim rentre sur du 50 Cent. Et une grosse entrée à Atlantic City, ça n'a pas son pareil. Bref, Kassim Ouma, là, il a son short vert. Boxeur plus scolaire, plus plus schématique que Taylor. Donc Taylor va le lot boxer toute la soirée. Mais c'est encore une fois, si tu as une recherche pugilistique, c'est un très beau combat à regarder. Il y a un vrai plaisir esthétique qui en ressort. Mais il n'y a pas la finition. Mais il n'y a pas ce moment punchy, tout ça. Il y a des beaux échanges. Hein. Kassim est très courageux. Il est hotboxé clairement. Mais voilà. Le champ garde ses ceintures, mais déjà ne garde que certaines ceintures. Puisque ce fameux titre que Bernard Hopkins avait coûte que coûte réussi à garder unifié, malheureusement avec Jermaine Taylor, et Jermaine Taylor à l'époque, c'est qui est déjà derrière? C'est Papa Alemon. Eh ouais. Donc je pense que Jermaine, bon, il ne veut pas, il répond, ça les emmerde de répondre aux politiques de chaque fédération, de chaque ceinture. Et il se sépare, je crois qu'il se sépare de la WBA et de l'IBF. Je crois qu'il ne garde plus que la WBC et la WBO. De mémoire. Bon, voilà, un titre. Et en cela, il faut dire merci à Bernard Hopkins. Parce que c'est Bernard Hopkins qui fait que Jermaine Taylor est à considérer dans cette lignée des grands champions poids moyens. En ayant fait ça. Mais Taylor l'aura quand même aussi essayé de la défendre quelques fois. Mais là, déjà fin 2006, c'est fini, le titre est redivisé déjà. Voilà. Mais, quelque part, peu importe. On s'en bat un peu les reins de qui va avoir ces ceintures. D'ailleurs, elles vont repartir du côté de l'Allemagne à cette époque-là et tout le monde va s'en foutre. Je te parle aux États-Unis. Donc, 4 ceintures ou 2, le undisputed champ, le champion indiscutable, reste Jermaine Taylor. Sauf que il y a pas de grande victoire marquante, éclatante. Toujours pas. Et ça déraille un peu. C'est-à-dire que c'est là où tu vois que son entourage va prendre le dessus sur lui et va lui manger la tête. On le comprend pas à l'époque, mais c'est ce qui se passe. Et avec un tour de passe-passe, Ozell Nelson reprend les rênes. Pat Burns est écarté et notre j'ai enlevé cette belle affiche. Et donc, notre Pat Burns est écarté. Je sais pas si ça a été un peu manu militari, mais je crois un peu quand même. Hein. Voilà. Et Ozell Nelson est de nouveau l'homme qui mange la tête de Jermaine Taylor. L'homme qui parle aux oreilles de Jermaine Taylor. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'une façon, je dirais presque sournoise. Parce qu'au lieu d'être le head trainer, ils vont faire appel à Emmanuel Stewart. Alors c'est bien beau Emmanuel Stewart, mais déjà, peut-être qu'il aurait fallu avoir une stratégie de très long terme pour s'adapter à déjà Emmanuel Stewart. Et aussi, il faut le dire, même si c'est un coach de légende incroyable, Emmanuel Stewart, c'est une entreprise au moment des faits.
aussi. Il a ses boxeurs, mais aussi il peut toujours être dans le coin, surtout de champion. Ça l'intéresse toujours. Et donc en fait, il est le head trainer, mais c'est un peu comment dire, il est un peu la vitrine du coaching du clan Taylor. Mais est-ce qu'il y a une implication totale comme Emmanuel Stewart pouvait l'avoir avec d'autres? Je ne crois pas. Est-ce que finalement, est-ce qu'il s'impliquait aussi par rapport à l'entourage ou par rapport à l'état d'esprit de Jermaine Taylor? Je crois pas non plus. C'était du business, quoi. C'était another day at the office pour Emmanuel Stewart. Ils feront quand même venir Jermaine Taylor au Kronk Gym de Detroit pour être dans l'esprit. Il y a même à cette époque-là, il s'entraîne encore et puis il assiste à beaucoup d'entraînements. Et même le Hitman qui est là, qui le regarde quand même, hein, qui regarde la nouvelle génération. Il y a Andy Lee qui fait le sparring partner de Jermaine Taylor aussi. Donc, dans un état d'esprit, mais ça va commencer à dérailler sur un mec qui n'est pas adapté à quelque chose qui lui correspond pas, que je peux comprendre en connaissant les petites villes américaines, les campagnes et les grandes villes, c'est qu'il arrive sur une grande ville et là, c'est pas la découverte, mais c'est son entourage qui peut un peu pousser un peu plus l'alcool, alors que Jermaine Taylor, en fait, comme beaucoup d'Américains, il sait pas boire. Il sait pas boire. Il a jamais vraiment bu, mais il n'y a pas une culture de la modération, tu vois. Enfin, il sait pas boire, donc l'alcool arrive, donc ça déclenche chez lui un rapport à l'alcool mauvais, certainement un début d'alcoolisme. À ce moment-là, je te dirais un début, on pourra en parler plus clairement dans le futur, mais là, on est sur un début, puis c'est le début aussi, on l'amène tout ce que l'argent peut amener. Tu vois, par un entourage un peu vicieux qui croque. Fais croquer, frère. Jermaine, fais croquer. Hein, donc les putes, la drogue, même si, encore une fois, c'est le début. Mais avoir été à Detroit aussi longtemps aussi, ça a amené ça, et Thomas Hauser le dit bien. Il dit bien ça dans son écrit, ça a été un tournant. Donc, nouvelle mouture autour de Jermaine Taylor qui sait qu'il doit performer. Il doit donner à HBO une performance, tu vois. Et on va enlever Ozel. Qui doit donner une performance, qui doit... ça doit... ce qu'il donne sur le ring doit correspondre au stardom auquel il est. Il y a un vrai stardom de Jermaine Taylor, comme je vous ai expliqué. Et arrive, là on est à Memphis, donc on n'est pas trop loin de chez Jermaine Taylor, contre Corey Spinks. Et Corey Spinks est un poids welter, vous savez, grand combat avec Zab Judah, s'il en est, enfin, la famille Spinks et tout ça. Vous n'êtes pas des casus, connaissez, j'espère. Au pire, j'espère que vous connaissez sa grande victoire contre Mayorga, où il l'outbox. Très bon boxeur gaucher, tu vois. Hein, et là, il monte chez les poids moyens. On se dit, bon, attends, tu prends un poids welter, un mec qui sait déjà manger des gros stops, notamment par Zab, tu dois le finir. Et là, Corey Spinks s'en laisse pas compter dans le sens où Spinks, en tant que gaucher, va lui amener le combat compliqué. Il va absolument rien donner en termes de... en termes d'ouverture ou quoi que ce soit. Voilà, Corey Spinks dit, bon, il va falloir que tu viennes me chercher, mais ça va être compliqué. Donc en gros, bis repetita, Jermaine se retrouve dans un combat finalement ultra chiant pour le kidam
ultra chiant. Moi, tu vois, encore une fois, je suis obligé de dire, il y a des choses à en sortir, mais bon. La vérité, c'est que tu es aussi dans des moments de télévision, tu es t'es dans un sport, mais aussi dans un show télévisuel. S'il n'y a pas de spectacle, c'est difficilement vendeur. Et vous comprenez qu'avec Jermaine Taylor, on l'a vendu, on l'a mis, c'est une star du roster. Quand les gens regardent vraiment ses combats, ils sont pas satisfaits. Dur. Mais Jermaine Taylor, et tu vois qu'il est en fait, qu'il est. Moi, je pense que ce qui se passait dans son coin et dans sa tête, il est perplexe. Il est complètement décontenancé. Il sait plus comment faire. Et quelque part, je trouve que sur ce combat, il perd sa boxe. Il est plus lui-même. Et donc, tu as Emmanuel Taylor, Stewart, qui en fait des caisses à l'engueuler dans son coin. Je pense, j'ai aussi cette sensation qu'il en fait un peu trop pour jouer avec la caméra, en se disant qu'au moins il y aura ce moment-là. Tu sais, au moins, tu vois, c'est un truc de plus à mettre dans la petite légende personnelle d'Emmanuel Stewart. Donc, lui dit de se bouger le cul et tout ça, mais finalement, assez basiquement, tu vois, Jermaine Taylor n'y arrive pas. Ce soir-là, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Et c'est, en termes de sensation, c'est catastrophique. Parce qu'il s'en sort de Corey Spinks, mais Corey Spinks, lui, qui n'est pas un poids moyen, a fait un championnat du monde des poids moyens, et va à la limite, et a tellement compliqué la chose que il a une scorecard. Franchement, je sais plus, je me souviens plus, mais ça serait pas impossible que ça soit une split décision en plus le bordel. Donc waouh. Donc ça le fait pas. Et en fait, cette soirée, elle est importante. Pourquoi? Parce que c'est une douche froide de nouveau, et c'est peut-être la douche froide taylorienne ce soir-là. Vraiment, les gens, enfin putain, ils sont là, on est là, enfin putain, oh là là, et tout. Mais en sous-carte, je sais pas si tu vois là, il y a un truc énorme qui se passe. C'est Kelly Pavlik. Ce mec qui ressemble à rien, qui démolit. Alors je crois qu'avant il avait démoli Molina. Je sais plus si il s'appelait Molina. Un mec aussi, un latino, poids moyen, qui normalement était monté pour faire un championnat du monde. Et le gars de Youngstown, Ohio, qui ressemble à rien, il l'avait démonté, mais là, c'était tout l'inverse. Là, il avait donné. Il y avait tout eu. Et là, ce soir-là, en sous-carte, Kelly Pavlik contre Edison Miranda, la panthère colombienne, qui avait tellement donné de fil à retordre à Arthur Abraham. On parlera d'Abraham. Et ce mec, Kelly Pavlik, va lui donner tout un combat, va lui rentrer dans la gueule, et bam, il va arrêter de façon spectaculaire Miranda, qui la panthère à cette époque, la panthère, on y croyait beaucoup, hein. Et on était plus à se dire, on va mettre Miranda en face de Taylor, où ça va donner des étincelles. Ça bougera tellement Taylor que ça va passer ou casser contre lui. Et non, c'est Kelly Pavlik qui le déboîte. Et donc, on a une grande victoire du. Tu sais, c'est un Rocky moment. Enfin, Kelly Pavlik, à ce moment-là, sa carrière, mais c'est un Rocky qui gagne. C'est Rocky qui gagne à la fin. C'est énorme. Coup sur coup, il y a 3 victoires de suite qui font que le combat est tout trouvé. Ce sera pas Miranda, mais ça sera Kelly Pavlik contre Jermaine Taylor. Ça se passe en septembre 2007 et j'ai un souvenir extraordinaire de ce combat. Vraiment. Je vous mets l'affiche qui est toujours là avec moi. Toujours. A perfect matchup. C'est une des plus belles affiches de boxe, encore une fois. Celle-là, vraiment. Enfin, je sais pas si vous êtes des designers, mais celle-là, putain, qu'elle est belle. Undefeated champ, undefeated challenger, Taylor Pavlik, le 29 septembre 2007. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que Taylor
c'est que ce soir-là, il faut tout donner et il faut changer. Contre Pavlik, il faut complètement changer. Il y a une tension dans ce combat. Encore, on est dans quelque chose de real, de vrai. Et c'est assez énorme. On est au Boardwalk Center d'Atlantic City. À mes yeux, la place la plus légendaire de la boxe. Un endroit qui me fait fantasmer, que je n'ai jamais pu visiter, mais qui me fait totalement fantasmer, avec des entrées. Et Kelly Pavlik, là, il rentre forcément dans mon cœur, parce que le mec marque sa différence. Il rentre sur Here to Stay Corn. Taylor rentre aussi sur un gros rap bien lourd. Le son est assourdissant. Si vous l'avez en HD, si vous pouvez trouver ce combat en HD, mettez-le sur grand écran, c'est énorme. Et donc, on a un grand combat, des poids moyens. Taylor revient à sa boxe. Boxe où il se sent bien, est lancé, le jab est là, il bouge bien, coup d'œil. Voilà, Kelly Pavlik a plus de difficultés à rentrer dans le combat. C'est un combat où tout se joue. Il n'y a pas d'option comme Taylor a pu en avoir et tout ça. Tout se joue. Taylor a encore ce short aux couleurs des Razorback qui est là avec les chaussures rouges. J'ai fantasmé sur ces chaussures rouges Everlast taille basse. Si vous en avez, je vous les rachète. Et on a un combat extraordinaire. Ça frappe de malade mental. Taylor est dans une forme olympique et il y a un deuxième round où Taylor trouve l'ouverture et passe un bouillon hallucinant, proprement hallucinant à Kelly Pavlik et le knock. Et tu crois que il le knock vraiment. Mais Pavlik va avoir cette force de résister, de finir le round. Et franchement, tu te dis, il ne finira jamais le round. Et il finit ce round. C'est le deuxième, hein. De mémoire, deuxième ou troisième, je ne sais plus. Voilà. Et avec 2 knockdowns, si je crois bien. Vous vérifierez, mais bref. Avantage énorme de Taylor. Et on se dit, putain, Taylor, il s'est sorti les doigts du cul, là. Il est énorme. Il est énorme. Alors que Claude Ducoing veut me parler. C'est pas grave. Mais c'est énorme. Et puis le combat continue. Taylor est toujours bien. Peut-être manque un peu de gaz. Parce qu'il a vraiment... sur ce round, il a tout donné. Et Kelly Pavlik revient. Peu à peu. Boxe mieux. Voilà. Il redémarre de zéro. Calmement, mais précisément et lourdement. Parce que les mecs, ça frappait. Ça frappait. Et il va avoir, alors je crois que c'est un 7e round. Je te parle, ça doit être un 7e round. Et où là il y a un renversement. Déjà au 6e, Pavlik avait fait comprendre à tout le monde qu'il avait repris l'ascendant. On se dit putain, mais quel retournement. C'est un combat à retournement. On était un peu dans l'esprit Trinidad Vargas, tu vois, presque. Retournement, 7e round. Et là ça frappe. Là il touche et il sonne Jermaine Taylor. Taylor est dans les vapes, il va dans les cordes, il glisse vers un coin du ring, et là il y a une finition. Là Pavlik finit Jermaine Taylor pour un énorme KO qui fait très mal, qui fait extrêmement mal, et on a même peur parce que il tombe comme un seul homme, la tête en bas, agenouillé. Et vous le savez, on en parlera dans la discussion, un KO est une mort cérébrale. Voilà. En soi, même si c'est infini décimal, même si on ne peut même pas quantifier le temps, si c'est de l'ordre de l'infiniment petit en termes de temps où ton cerveau est mort,
il meurt à un instant. Un KO, c'est ça. Voilà, le temps d'un instant impalpable. C'est ça qui se passe pour Jermaine Taylor. Et on se dit waouh. Et ça va marquer. Ça va marquer. Et c'est terrible. Et c'est à la fois merveilleux pour Kelly Pavlik parce que c'est une histoire incroyable de Kelly Pavlik qui est, à mes yeux, 2007, c'est Kelly Pavlik. C'est une histoire incroyable, tu vois. Mais c'est aussi la première tragédie, je trouve, du côté de Jermaine. C'est que le soir où il est au niveau requis, où il montre que oui, c'est un grand champion poids moyen, et ben il se fait battre. Il se fait battre mais le combat est énorme. Le combat est énorme, mais c'est quand même... Là, c'est une défaite assez énorme dans sa carrière. Alors, quid de tout ça? Bah finalement, après un combat d'une telle folie, arrive en 2008, arrive la revanche. Jermaine Taylor veut la revanche, et il y a une revanche qui là va aller... L'affiche est pas mal non plus. Moins belle que la première, mais je vais vous la montrer. Arrive le deuxième combat. Et en fait, c'est un deuxième combat où on a peur. On a complètement oublié ça. Mais déjà, à cette époque-là, on a peur pour Jermaine Taylor. Parce que on se dit, ça a été violent. C'était d'une extrême violence. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce combat, précision, ne se fait plus chez les poids moyens. Et ne sera pas même un championnat du monde. Ça se fait un catchweight. On va dire en gros super moyen, tu vois. Voilà. Ça ne se fait, très important, ça ne se fait plus chez les poids moyens. L'un comme l'autre avait des difficultés à faire le poids. Mais Taylor, là, va de nouveau être un grand boxeur. Parce que Pavlik est certainement dans la forme... est à son pic, en fait. Pavlik, 2007-2008, c'est son pic. Et dans un combat différent, mais très intéressant, au MJM, Pavlik va de nouveau avoir la victoire, mais je trouve dans un combat plus serré, très serré encore, où là Taylor aurait pu faire comme Hopkins et crier au scandale. Je trouve, il le fait pas, il lui manque certainement, honnêtement il doit lui manquer 2 rounds au moins. Légitimement, Pavlik gagne, mais Taylor arrive à exprimer sa boxe. Élancé, bon jab, belles ouvertures. Je te dirais les plus j'allais dire les plus beaux, mais les coups les plus nets sont à mes yeux viennent de lui. Donc il y a une recherche pugilistique. Voilà. Et il y a du courage parce que l'un comme l'autre, à un moment, s'en prennent des belles, une belle chacun d'ailleurs, une belle chacun, qui aurait pu arrêter le combat s'ils n'avaient pas été solides les mecs. Donc très intéressant, et quelque part il y a une défaite, mais c'est un peu rassurant pour Jermaine Taylor, parce que le chaos du premier combat était si terrible qu'on se dit bon, il est encore là, ça performe. Voilà, l'histoire avec Pavlik s'arrêtera là, mais c'est un grand duel. Hein. C'est un grand duel des années 2000. Vraiment. Ça s'arrête là, c'est intéressant. Ce combat est intéressant, ça arrive en février, donc franchement, ça arrive quoi? 5 gros mois après son KO. Ça arrive 5 mois après. Il y a un nouveau stop aussi. Ça changera la donne. Lou DiBella croit toujours en Jermaine Taylor. Voilà. HBO y croit toujours. Ce qui fait qu'il aura encore une soirée. Et d'ailleurs, c'est une soirée proprement Jermaine Taylor. On l'a tous oublié. C'est contre Jeff Lassie. Ça me fait toujours délirer, Lassie. Bon, Jeff Lassie, il est plus le même depuis qu'il est passé sous les coups de Joe Calzaghe. Et cette démonstration, c'est pas qu'il a été à l'école et s'est bien fait assommer la gueule.
il est plus le même. Il est plus ce boxeur terrifiant qu'il pouvait être quelques années auparavant. Mais toujours est-il, en super moyen, l'un comme pour l'autre, il faut se refaire. Et encore une fois, à la boxe, parce que le pédigré de Taylor est quand même bien supérieur à Jeff Lassie, bah, il va l'autre boxer. Mais ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Jeff Lassie, de mémoire. Peut-être je vous dis une grosse connerie, mais de mémoire, moi j'en garde le souvenir d'un... Bah, Taylor, encore une fois, passe à côté, parce que tu te demandes s'il peut passer la seconde, alors qu'il est dans un bon rythme, hein, mais à trop chercher le coup parfait, c'était un peu le problème de Jermaine Taylor. Chercher le coup parfait, le coup clair, parfait, tout ça. Il y a parfois trop d'attentisme et le combat traîne en longueur. Voilà, donc en gros, malgré l'épisode Pavlik pour Jermaine Taylor, il y a un épisode euh, de défaite, mais aussi de j'ai prouvé que j'appartenais quand même à l'élite. Mais contre la cible, bon, c'est une soirée qui enthousiasmera pas les fans, quoi. Et le cliché sur Taylor est de nouveau là. Alors, si je ne me trompe, dès la fin du premier combat contre Pavlik, Stewart est renvoyé à Détroit. Merci, vachement, merci de nous avoir aidés. Ozell Nelson a complètement pris le truc en main. Voilà. Pour le bien ou pas de Taylor, ça c'est une grande question que je laisse en suspens, mais vous devrez vous y réfléchir. Donc on a un Taylor qui est un peu bloqué. Il peut plus il peut plus faire les poids moyens. Il est chez les super moyens parce que je pense que si c'est un peu plus sécuritaire, ça lui permet de ne pas faire des cut weight qui l'ont mis dans le dur chez les poids moyens. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il peut se passer? Et donc, il va se passer un combat de nouveau pour un championnat du monde chez les poids moyens. Et là, c'est encore une fois le drame et je dirais la deuxième tragédie de Jermaine Taylor dans sa carrière. Il va affronter Carl Froch et c'est dans le Connecticut que ça va se passer. Et Carl Froch, donc on change là. En fait, après le combat contre Lacey, HBO quelque part lâche l'affaire. Mais il lâche aussi l'affaire un peu avec Lou DiBella. Donc Jermaine Taylor fait partie et dans les valises de Lou DiBella, et donc ça va être sur Showtime. Voilà. Et Jermaine Taylor ne fera plus de combat sur HBO. Dès 2009, il ne fera plus dans sa carrière de combat sur HBO. Et c'est assez... c'est pas une anecdote. Ça se dit parce que Taylor a été une star. HBO a voulu en faire une star. Et c'est quand même l'histoire d'une mayonnaise qui n'a pas pris. Et donc voilà. Carl Froch. Bon. Ce mec, et il faut l'avouer, ce mec a été un grand champion. Il nous a beaucoup agacés, mais surtout, qu'est-ce que c'est une emmerde à boxer. Avec son style si awkward, si gênant, si particulier, si hors du temps, si chiant, si physique. Voilà, il sortait lui aussi d'un combat exceptionnel contre Jean Pascal. Jean Pascal était allé à Nottingham pour tenter de gagner contre Carl Froch et de prendre une ceinture. Combat exceptionnel. Froch, Jean Pascal de 2008. Oh, c'est bon. Bon, malheureusement,
si tu veux avoir une victoire en Angleterre, faut peut-être allonger le gars. Mais c'est une guerre Froch-Pascal. Et donc, ça intéresse les networks américains de faire venir Froch. Froch contre Taylor. Et là, Taylor, c'est en cela que moi j'ai beaucoup d'admiration pour lui. C'est que on voit bien que ça va pas dans sa carrière, mais qu'à chaque fois, il y a des moments de révolte. Où il se dit, oh, putain, mais là, faut vraiment que je performe, quoi. Que je sois à la hauteur de ma boxe. Parce que Taylor, ça m'apparaît évident qu'il c'était un mec qui, à mon avis, à la salle, devait marcher sur l'eau. Ou dans des séances de sparring, je pense qu'il devait marcher sur l'eau. Et que ça se retraduisait pas toujours sur le ring. Et là, Taylor a un short noir, toujours aux couleurs des Razorbacks et tout ça. Chaussures noires. Et là, il boxe. Mais comme on l'aime. Il te boxe Carl Froch. Il n'y en a pas beaucoup qui ont boxé. Son là, boxe et tout. Son jab est vraiment bon. Ça, il fait chier Carl Froch. Grave. Voilà. Et il va mettre un knockdown. Encore une fois au deuxième round. Enfin bref. Ou c'est peut-être un peu plus tard. Encore une fois, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Knockdown Carl Froch. Carl Froch sera pas knocké souvent dans sa carrière. Hein. Je crois, si je ne me trompe, Carl Froch il est knocké 2 fois dans sa carrière. Et la première fois, c'est par Jermaine Taylor. Vous vérifierez. Gros combat. Petite salle, petit public, mais énorme combat. Et Jermaine Taylor, mais gagne les rounds, knock le mec. Vachement en avance sur la carte. Il gère. Un peu de difficulté chez les super moyens, bien sûr. Manque de caisse, tout ça. Et Carl Froch est quand même là. Et tu vois, ces mecs-là, Carl Froch, tu vois, c'est comme Freddy Krueger, c'est comme Michael Myers, c'est comme Jason, si tu les mets pas 6 pieds sous terre, ils finiront par te niquer. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Et symboliquement, c'est terrible, ça se passe à la toute fin du combat. Dernier round, Froch a enfin l'ouverture. Il fait très mal à Jermaine Taylor. Jermaine Taylor, finalement, à ce moment-là, il faut qu'il survive parce que même en ne faisant rien sur ce dernier round, même genre, imagine, il ne fait que tourner comme Speedy Gonzalez, il gagnait le combat. Il avait les cartes. Gagner le combat. Mais à tellement peu, ça ressemble. Et tu comprends pourquoi j'aime Jermaine Taylor, parce qu'il y a une vraie ressemblance en termes de parcours avec Meldrick Taylor. Ils partagent le même nom, mais Meldrick Taylor, Jermaine Taylor, est-ce que c'est pas la malédiction des Taylor? Tu vois, ils sont pas de la même famille, mais il y a une malédiction commune sur leur nom, je trouve. Et ça se ressemble énormément. Et c'est un énorme chaos. Je vais te montrer ce chaos. Il fait mal. Hein. Qu'est-ce qui fait mal? Voilà, vous connaissez peut-être. Et ça se passe à toute fin. On est à la toute fin. On est tellement à la toute fin. Il doit rester quelques secondes encore. Et c'est fini. C'est fini là. Et c'est énorme parce que c'est un retournement de situation pour Carl Froch. Ça fera la légende de Carl Froch aussi. Hein. Ce soir-là est une soirée de légende du côté de Carl Froch. Voilà, mais on oublie trop souvent que Carl Froch a été outboxé comme jamais par Jermaine Taylor. Je te dirais même plus que André Ward. Et il y a ce chaos-là, qui est encore un chaos, mais ultra dur. Donc, en moins de 2 ans, Jermaine a pris 2 chaos d'une violence qui marque. Et là aussi, on arrive sur un sujet dont on ne parle pas assez. C'est que on ne sort jamais indemne d'un chaos, et qu'en plus, il y a une sorte d'injustice de la nature vis-à-vis de ce choc. C'est-à-dire, il y en a qui arrivent à bien se remettre, il y en a, ils ont des séquelles à vie. On n'est pas tous égaux face à la nature et face à un chaos. Jermaine Taylor fait partie de ces gens qui sont des êtres marqués, par les chaos subis par la boxe. Et donc, on ne joue pas la boxe, et le problème, c'est que
à cause de cette injustice de la nature, il est préférable pour certains, si tu veux sauver ta vie, si tu veux sauver ta famille, si tu veux sauver ton avenir, il est peut-être préférable de réfléchir à arrêter ce sport si dramatique qu'est la boxe. Et je pense que Jermaine fait partie de cette catégorie d'athlètes. C'est terrible parce que c'est des mecs, c'est des athlètes, ils ont ce fighting spirit, il n'y a rien à dire, tu vois, il n'a rien à prouver là-dessus. Mais je pense que dès lors, malheureusement, là, fallait déjà se poser des questions. Mais c'est pernicieux, parce qu'il y a ce gros chaos qui arrive, mais en même temps, il y a une performance avant que lui et son entourage essayent de ne pas faire oublier. Et chez les super moyens, malheureusement, on va aller sur la troisième tragédie de Jermaine Taylor. Jermaine Taylor s'engage avec Rudy Bella dans cette histoire un peu ubuesque, mais qui a marqué les années 2000. Les années 2000 plutôt, les années 2010, c'était tout début de 2010, 2009, 2010, 2011, 2012. Ça a été très très long, putain. C'est le Super Six de Showtime. Il est en contrat avec Showtime, Super Six de Showtime. Et donc, de là va arriver le combat en Allemagne. Donc Jermaine Taylor est allé en Europe. Voilà, on est en 2009, octobre 2009, Jermaine Taylor contre Arthur Abraham à Berlin. Il y a un monde de fous. C'est les grandes soirées de la boxe allemande. Décorum dinguissime, public, bref, c'est partie des grandes soirées. L'Allemagne a donné quand même des sacrées grandes soirées boxe. Faut quand même l'avouer. Je te parle en termes de dimension. Et là, encore une fois, face à Arthur Abraham, qui est pas un sympathique sur le ring, et ben, Jermaine va boxer, Jermaine va faire son Jermaine Taylor. Voilà, c'est si plaisant à regarder, mais je crois qu'on est au 10e round. Et sur un enchaînement de mortel, tu sais, 1-2 en plus, assez, mais très bien timé d'Abraham. On a, c'est terrible à dire, on a encore une mort cérébrale de Jermaine Taylor qui s'effondre. Et là, on a vraiment peur parce qu'il s'effondre, il est complètement paralysé, il y a même son bras, il est par terre, il y a son bras qui est comme ça, levé. Waouh! On a froid dans le dos, ça va à l'hôpital directement. Je crois qu'il y a un brain bleeding, un saignement, mais alors, faudrait vérifier parce que là aussi, j'ai pas cherché à vérifier, mais je sais pas s'il passe sous la table de billard. Je sais pas s'il y a une opération pour enlever ça, s'il y a un drainage. Je pense que oui, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ça. Il va s'en sortir malgré tout. Mais c'était l'erreur. Et quelque part, c'était l'erreur fatale dans la carrière de Jermaine Taylor. Une carrière, on en parlait, tu vois, avec John Ali, donc, que je salue. Salut frérot. Sur diriger la carrière d'un boxeur, c'est extrêmement compliqué. C'est un balancier entre échéance, entre opportunité, et puis aussi savoir mettre le frein pour protéger l'intégrité physique et mentale de son boxeur. C'est terrible. Et là c'est pas une catastrophe, mais là c'est vraiment une tragédie. Parce que là, on est sur 3 KO absolument terribles, et le dernier, là, Jermaine est passé très proche. Très proche. Il va pas reboxer pendant 2 ans. Et même à ce moment-là, on se dit, c'est tout. Faudrait mieux qu'il ne reboxe pas. Mais le mec a pas... le mec doit avoir 30 ans seulement. Bon, à vérifier.
Ouais, il doit avoir 30 ans. Un truc comme ça. 30 ou 31 ans, tu vois. Et je pense pas que le gars pense à une retraite aussitôt. Je pense qu'il y avait aussi des besoins d'argent. Puisque entourage, vous parlez de l'entourage. Hein. Les recettes d'HBO, je pense que Jermaine ne les a déjà plus à l'époque. Voilà. Donc c'est assez terrible. Et ce qui va se passer, c'est que ça va changer un homme. Puisque le chaos est une mort cérébrale, puisque les séquelles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, en fait, euh, on a une accumulation de commotion cérébrale du côté de Jermaine Taylor. Et c'est un phénomène, je vous conseille le documentaire The Last Round, que vous pouvez trouver, parfois il est sur YouTube, parfois il est retiré, mais c'est un excellent documentaire qui fera pas plaisir à tout le monde parce que là on va sur le côté sombre de la boxe. C'est-à-dire qu'on va sur le danger. Pourquoi c'est si dangereux? C'est un documentaire qui explique très bien l'impact d'un chaos. L'impact d'un chaos et en quoi que tu en dises, tu n'es pas le même. Et que il y en a qui réagiront, ils arriveront à s'en sortir, à rester tel quel. D'autres, face aux commotions cérébrales, vont changer, ne seront plus les mêmes. Et c'est un phénomène qu'on a beaucoup vu ici au Canada avec le hockey. Avec les renforceurs, notamment les mecs qui font partie de le combattant de l'équipe. Il y a toujours un combattant de l'équipe, vous savez, un mec qui marque presque jamais de but, mais qui est là pour la castagne. Et ces mecs, et pas que les... Parce que dans le jeu aussi, tu peux manger des grosses commotions cérébrales. Mais ces mecs particulièrement étaient des victimes, faisaient commotion cérébrale sur commotion cérébrale. Et il y a eu une accumulation de cas comme ça, que tu vois, avec au final, et c'est dans le foot US, il y a eu ça aussi. Mais ok, ça a été très clair parce que tu as vu des profils similaires de changement d'attitude. C'est-à-dire que des mecs qui ont complètement changé de personnalité. Ça crée un changement de personnalité. Et évidemment, des mecs qui étaient sobres, timides, qui deviennent complètement violents, hystériques, impulsifs, portés sur les addictions, tout ça. Et bah, Jermaine Taylor, c'est ce qui va se passer. Il y a un changement, et tout le monde le dit d'ailleurs. Tout son entourage, il y a divorce qui arrive, et d'ailleurs je pense que pour son ex-femme, c'était vital, hein. C'était vital qu'elle se casse avec les gamins, elle a bien fait. Tout le monde dit, ce n'est plus celui qu'on a connu, Et donc arrivent les problèmes. De là, je vais vous mettre cette photo. Je vais pas la mettre longtemps parce que vous la connaissez. Arrive, voilà, ce chaos-là. Ce chaos-là, c'est un chaos qui, comme je vous dis, laisse des traces. À vie. Il va plus boxer. Il va... c'est bien normal, mais c'est une dérive. Le mec est un peu seul, l'entourage, il n'y a plus de thunes. Donc il n'y a plus trop d'entourage. Voilà, il perd sa femme. Et puis commencent des problèmes avec la justice, des comportements irrationnels, des arrestations. Voilà. Et là, on découvre. Elle est terrible cette photo. Je vous avais montré la photo du beau gosse, de Jermaine Taylor, le beau gosse, quoi, qui était le gendre idéal pour beaucoup de femmes américaines. Voilà, vous avez le beau gosse et maintenant vous avez le mec qui se fait arrêter. Et vous voyez la détresse, hein, sur son visage. Vous voyez la détresse. C'est une histoire tragique. C'est une histoire proprement tragique. Donc, il va se faire arrêter, tout ça, plusieurs fois. Et en fait, il va essayer
d'avoir une rédemption par la seule chose qu'il sait faire, c'est la boxe. Il y a 2 ans de hiatus quand même, et on n'est pas quand même très serein, mais sauf que il n'y a pas de Burns qui va revenir quand même. Pat Burns qui va revenir par... je pense que le mec était inquiet, tu vois. Et là, quand même, on peut apprécier la tenue humaine de l'homme, quoi. Le mec s'est fait dégager, mais le mec est inquiet et il veut son bien, tu vois. Et donc, il repart dans son coin. Ça, c'est le bon côté de Pat Burns qui essaiera d'aider Jermaine Taylor par tous les moyens à cette époque-là. On est au début, on est en 2011, on est en 2012. Voilà. Et il parlera beaucoup à Thomas Hauser de cela. Et donc, Taylor va refaire des petits combats par rapport avec des petits boxeurs qui ont jamais vécu le calibre que Jermaine a vécu. Voilà. Mais dans ces petits combats, il y a ce moment avec finalement peut-être la meilleure opposition et le meilleur combat de cette dernière partie, c'est contre Caleb Truax. Caleb Truax, dans ce combat-là, où il est motivé, il est sérieux, mais Caleb va se faire outboxer, évidemment, mais Caleb va réussir à knocker Jermaine Taylor. Et là, tu te dis, il y a un pattern. Jermaine, pour le très haut niveau, il se fera à chaque fois knocker. Je vous conseille d'aller voir l'interview. J'ai eu la chance d'interviewer Caleb Truax dans cette interview, vous voyez justement. Voilà. Et on est revenu, et je suis pas peu fier parce que je suis l'un des rares à avoir fait parler Caleb Truax de Jermaine Taylor, parce que pour Caleb à l'époque, on est en 2012, c'est vraiment c'est un boxeur local qui a l'occasion de rencontrer un nom de la boxe, quoi, Jermaine Taylor. Et ça a été tout un combat, ça a été toute une aventure, ça a été toute une expérience qu'il nous explique dans cette interview. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo, mon interview de Caleb Truax. Allez la voir. Et Caleb le dira lui-même, le meilleur jab qu'il n'ait jamais affronté, c'est le jab de Jermaine Taylor. Le meilleur même pédigré de boxe qu'il n'ait jamais affronté, il nous le dit, c'est Jermaine Taylor. Voilà, et qu'il l'a battu, il me dit, franchement, vous irez voir cette fameuse vidéo, cette interview, il me dit, franchement, il m'a battu avec son jab. Voilà, et à noter, quoi. Les restes de Jermaine Taylor étaient très intéressants. Voilà. Allez voir cette interview, le lien est dans la description. Et de là, c'est des petits combats, mais c'est encore des problèmes. C'est encore des problèmes, des arrestations. C'est encore des histoires, malheureusement, chez lui. Dans une histoire compliquée, d'ailleurs. Jermaine Taylor va être emprisonné. Et c'est là où vraiment ça déraille complètement. Va être emprisonné pour avoir tiré dans la jambe de son cousin. Mais l'histoire est plus compliquée. Il est chez lui et son cousin arrive donc dans la propriété de Jermaine Taylor avec un homme qui lui-même venait de sortir de prison pour voir Jermaine Taylor, à mon avis, pas pour lui demander des nouvelles, mais pour lui demander autre chose. Et Jermaine Taylor, de son patio, dit non, vous sortez de chez moi, les gars ne veulent pas. Qu'est-ce que tu fais si des gars qui sont là pour te menacer clairement sont sur ton terrain, sur ta propriété, et veulent pas partir alors que tu leur demandes de partir? Compliqué. Moi je trouve l'histoire compliquée. Donc il tire plusieurs fois en l'air, il a un gun, il tire plusieurs fois en l'air pour dire partez. Et le cousin lui dit non mais arrête, de toute façon
t'oseras jamais faire plus. Donc Jermaine Taylor lui a tiré dans la jambe. Voilà. Et donc de là, il va en prison, etc. Mais je trouve que moi, perso, je trouve que je sais pas comment j'aurais réagi si j'étais Jermaine Taylor. Parfois, je me dis, moi aussi, je serais allé en prison. Enfin bref. Mais peu importe. Au-delà de cette histoire terrible qui va l'enfoncer, c'est cette histoire l'enfonce définitivement, il y a toute cette perdition mentale qui reste. Regardez, et c'est terrible à voir quand on l'aime, regardez les interviews d'après-combat de Jermaine, il a une patate dans la bouche, on sent qu'il est punch drunk, on sent qu'il est... et qu'il est... que les connexions cérébrales se font plus comme elles se faisaient avant, tu vois. Et c'est assez terrible. Et donc ça va enchaîner des moments. Il y a aussi ce moment que certainement que vous connaissez, où cette fameuse vidéo, ça devait être une vidéo Facebook à l'époque, hein, où il est là et c'est une vidéo qui l'enfonce plus, quoi, parce qu'il est... Et ça trahit la détresse, ça trahit le fait qu'il est touché à vie par enfin que les commotions cérébrales ont leur impact. Ça trahit que la drogue est présente et que les armes aussi sont présentes. Il est en perdition. C'est une histoire de perdition. Malgré ça, parce qu'il est au fond en pleine perdition en 2014, il arrivera, et ça sera sur ESPN, je m'en souviens très bien, il arrivera quand même à gagner un combat qui sera considéré comme un championnat du monde, mais bon, c'est ridicule pour pour la ceinture WBA, je pense, et tout ça, mais laisse tomber, contre Suleiman, l'Australien, où je te dirais presque sans forcer, tout en sécurité, il va contrôler complètement le combat, ce qui était bien la preuve d'un pédigré. Jermaine Taylor, c'était bien la preuve d'un pédigré. Le mec est plus avec nous. Et un boxeur professionnel comme Suleiman qui a rencontré quand même pas mal d'adversaires, de renom, de prestige, donc qui a une expérience, tu vois, qui a une expérience de haut niveau. Bon, le mec a rien pu faire. Le mec a rien pu faire, c'est boxer. Alors que la dame, elle cherche sa bouteille. Vivement que je me casse d'ici. Ça, c'est certainement la dernière vidéo que vous voyez avec le décor, c'est clair. Bref, on se casse. Mais peu importe. Donc, Jermaine Taylor ne boxera plus à partir de ce combat. Il aura... ça sera des retours ou non à la case prison. C'est... Encore une fois, c'est un destin tragique. Donc on peut que le souhaiter qu'il a le mieux. Je crois qu'il est... Je ne sais pas s'il est encore en prison actuellement ou s'il a été libéré, mais là l'important c'est qu'il son combat c'est de retrouver une vie normale. Ça sera le combat du reste de sa vie. Voilà. Mais ces histoires de dépression, de ces formes de dépression, de ces changements de personnalité, comme je vous l'avais expliqué avec David Reed d'une autre façon aussi, David Reed qui se sort à peine de sa dépression, hein. Là il est dans le coin de Michaela Myers justement pour s'en sortir, mais espérons qu'il voit le bout du tunnel. Meldrick Taylor, Jermaine Taylor, c'est assez terrible, mais on va rester maintenant sur justement ce portrait de Jermaine. Je vais enlever tous les autres. Sur ce portrait de Jermaine Taylor, pourquoi? Parce que c'est ça qu'il faut garder. C'est qu'il a été, chez les poids moyens, sa catégorie reine, il a été chez les poids moyens l'homme qui a battu l'homme. Il en faut toujours un. Et c'est ce qu'on attendait pendant très longtemps concernant Bernard Hopkins. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui mette un point final au grand chapitre de boxe. Et cet adversaire, ça a été Jermaine Taylor. Rien que pour ça, donc il a été le champion, et il peut dire qu'il a été le champion des poids moyens, comme on peut dire que Marcel Cerdan était le champion des poids moyens, Bernard Hopkins, et tant d'autres, Carlos Monzon. Voilà. Il a pas réussi à
breaké, comme on dit au tennis, c'est-à-dire il n'a pas réussi à sortir des performances qui auraient fait de lui une vraie star mondiale de la boxe. Il n'a été qu'une star nationale finalement de la boxe. C'est quand même une succession de grands noms et pour certains de grands combats. Hopkins, Wright, quand même, deux Hall of Famer, hein, s'il en est. Et puis, il y a ce moment Pavlik, comme on l'a dit, et puis il y a après une autre partie de carrière où il a été malheureusement, malgré lui, il a été le symbole même, le symbole vivant de la dangerosité de ce sport. Et c'est malheureusement au travers de l'histoire de Jermaine Taylor qu'on doit avoir ces piqûres de rappel que rien n'est anodin en boxe et que vous serez, la moindre chose sur le ring en professionnel, vous avez le risque d'être marqué à vie. Mais toujours est-il, pour moi, Jermaine Taylor, malgré les points de manque dans sa carrière, pour moi, Jermaine Taylor mérite totalement sa place au Hall of Fame. Mérite totalement sa place au Hall of Fame. Et pour moi aussi, Jermaine Taylor restera avant tout le symbole d'une époque. D'une époque, je trouve, merveilleuse en termes de retransmission. Ces années 2004, 2005, 2006 de boxe que nous a proposé HBO. Et Jermaine Taylor a été le visage de ça. Donc, voilà. C'en est ainsi pour cette discussion de Jermaine Taylor qui me tenait à cœur parce que ça a été une figure pour moi. Dans ma vingtaine, c'est un boxeur qui me plaisait suivre et qui m'a marqué et qui a été même un modèle de boxe que j'ai essayé d'émuler. Évidemment, ça n'a pas marché, mais c'est aussi une boxe à montrer, à étudier, et très limpide. Et c'est un des rares exemples de boxe très limpide à montrer dans des écoles de boxe. Voilà. Donc c'était la discussion Hall of Fame Jermaine Taylor. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que aussi les fans de Jermaine Taylor là, ont cliqué sur la vidéo parce que c'est un boxeur qui est maintenant oublié, mais dont les combats sont à refaire. Et vous savez quoi? Franchement, pour le kiff, je vais me refaire ces combats contre Hopkins. Ah ouais, c'est subtil là, mais je vais me les refaire. Je vous remercie. N'oubliez pas, vous pouvez devenir corsaire en vous inscrivant. Venez nous rejoindre si vous voulez soutenir cette page. Moi, je vous retrouve bien sûr bientôt pour de nouvelles aventures dans un nouveau décor et de nouvelles discussions à la fin. Portez-vous bien, à bientôt.